C'est un livre qui se propose de développer des nouveaux imaginaires et des nouveaux récits autour du rapport au centre et à la périphérie. Et me voilà 2 ans plus tard avec un nouveau projet d'écriture. Mais avant de vous présenter ce projet d'écriture, je vais un peu contextualiser qu'est-ce que je fais d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je fais d'habitude que je vais vous présenter. Donc, une fois que j'ai écrit ce livre sur les futurs on va dire des quartiers, des banlieues dans le monde, j'ai conduit de nombreux ateliers pour accompagner les citoyens qui le souhaitaient à penser le futur à travers différentes thématiques. Parce que le futur est finalement une compétence, une capacité qui s'apprend, qui s'enseigne, qui se développe. Et dans notre civilisation, nous avons perdu l'habitude d'imaginer, et surtout d'imaginer dans un contexte social et politique. Bien sûr, nous imaginons des fictions, mais nous avons plus de mal à imaginer des solutions, des alternatives à nos problématiques de société. Et c'est là que j'interviens dans différentes villes de France, selon les organisations, des médiathèques, des entreprises, des associations qui m'appellent pour les aider à penser une question en rapport avec le futur ou d'autres thématiques. Une fois posé ce contexte, il y a une question récurrente qui revenait très très souvent, c'était la question de l'écologie dans le turfu. Y a-t-il de l'écologie dans le turfu? C'était une question qui me surprenait parce que, en fait, depuis que j'ai commencé ma réflexion, et jusqu'aux thématiques choisies, des sous-thématiques choisies dans les ateliers, l'écologie était toujours présente. Moi, en tant que designer, donc, je design des démarches participatives. Le design est un mot très flou qui renvoie à la création industrielle ou à la création d'objets artisanaux. Mais le design, c'est de se dire qu'on va concevoir un périple, une pédagogie pour que des êtres humains arrivent à penser collectivement ensemble des thématiques en rapport avec notre futur. La question récurrente qui revenait, c'était l'écologie dans le turfu. Parce qu'en fait, j'ai pas de là, bon là ça se voit pas aujourd'hui, mais dans ma direction artistique, il n'y a pas de couleur verte. Il n'y a pas peut-être la vision écologique comme certains le pensent, n'apparaît pas aux grands yeux. Et donc ça veut dire que ma manière d'aborder l'écologie n'était pas assez visible ou en tout cas comprise des gens avec qui je travaille. Je parle surtout des organisateurs. Ensuite, j'ai deuxième chose qui m'a amené à écrire, en tout cas à réfléchir à ce livre. Il n'est pas encore écrit, c'est un projet. Donc en fait là, c'est un projet que je vais vous partager. Là, on est en mode plutôt conférence, mais vous pouvez me couper dès que vous le souhaitez, poser des questions, interagir du début à la fin. On n'est pas obligé d'attendre la fin pour commencer à discuter. Pour moi, donc, il y a une question que beaucoup de Français se posent, et je pense globalement dans le monde. Est-ce que l'écologie intéresse les quartiers populaires? C'est une question qui revient très très souvent. Et la réponse c'est que il n'y a pas d'écologie dans les quartiers populaires où on ne s'y intéresse pas. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais commencer ce chantier, ce livre. Et je répondrai déjà que ce n'est pas que dans les quartiers on ne s'intéresse pas à l'écologie, c'est que dans les quartiers on ne s'intéresse pas à une forme d'écologie avec un certain récit, un certain imaginaire qu'on va essayer d'importer comme si c'était la nouvelle solution du siècle. Et cet imaginaire-là, pour être franc, il est plutôt celui de cadres supérieurs, urbanisés, plutôt blancs, qui vont avoir une lunette écologique qui est intéressante, mais qui n'est pas la seule lunette. Et donc moi, mon travail, mes prochains chantiers, c'est de vérifier cette hypothèse et de construire cette écologie populaire. Bon, écologie populaire parce que pour l'instant j'ai pas de mots pour décrire ce nouveau chantier, mais on va dire aujourd'hui pour qu'on se comprenne,
j'ai choisi le terme d'écologie populaire. Sauf que moi, dans l'écologie, j'ai choisi un courant qui m'intéresse beaucoup plus que l'écologie de manière globale, qui s'appelle la mésologie. Donc j'ai commencé en disant qu'on va construire ensemble une écologie du turfu, mais c'était pour qu'on se comprenne, on va construire une mésologie du turfu, et je reviendrai sur ce qu'est la mésologie. La dernière raison qui m'a donné envie de travailler sur cette thématique, c'est que, bien sûr, quand vous commencez un projet qui s'appelle la banlieue et qui traite des imaginaires, vous le savez, ça va charrier beaucoup d'imaginaires francophones. Là, je parle dans un contexte français, depuis les films, depuis les médias, depuis les documentaires, c'est normal. Nous avons tous des imaginaires sur différents sujets. Et mon travail, quand j'ai fait le premier livre, c'était d'associer la banlieue ou le territoire à un niveau plus global, donc associer une réflexion locale à une réflexion globale et d'associer une réflexion globale à une réflexion cosmique. Oui, j'habite dans un quartier, mais j'habite dans un cosmos, dans un univers. Et pour moi, je trouvais ça réducteur parce que j'habite dans un quartier populaire, à travers la perspective sociologique, d'être traité comme un organe socio-économique pauvre, dépourvu de réflexion, qui a juste envie de connaître l'ascension sociale et d'avoir des aides sociales, etc. Et donc les termes banlieue commençaient à me déranger, parce qu'ils n'arrivaient pas à rendre compte de la diversité des milieux auxquels il fait référence. Alors, la mésologie vient, comme un dieu, vient m'aider en me disant, Makan, en fait, ce que toi tu veux partager aux autres, c'est la question du milieu dans lequel un groupe social vit et va donner du sens à son environnement. Et c'est là aussi où moi je me détache de certains courants écologiques qui vont traiter l'environnement comme une donnée brute, alors que le milieu par rapport à l'environnement, le milieu c'est l'environnement que vous avez travaillé de sorte qu'il fait sens. C'est pas juste l'environnement brut. Et on ne peut pas développer une écologie au nom de problématiques environnementales si les habitants n'ont pas donné du sens ou un nouveau sens à leur milieu. Alors dès qu'on perd le sens par rapport à notre milieu, il devient environnement. C'est ça le truc. Dès qu'on n'arrive plus à dialoguer avec le vivant, on met des mots très techniques, hyper spécialisés pour dire l'environnement. Mais dès qu'un groupe d'individus se sont réappropriés l'environnement, ça devient un milieu. Et donc aujourd'hui, on va pas revenir sur les caractéristiques techniques de la mésologie, mais c'est l'inspiration d'un géographe et d'un philosophe qui s'appelle Augustin Berg. Et donc la mésologie participe au réenchantement du monde et au dépassement des problématiques systémiques de la modernité. La mésologie me permet d'ouvrir l'imaginaire des banlieues, et donc dans le futur, je ne parlerai plus des banlieues, mais des milieux. Mais on pourra en discuter, si vous le souhaitez, en l'ancrant dans un territoire, bien sûr, mais tout en l'ouvrant à d'autres milieux. Par exemple, quand moi j'observe dans des ateliers des jeunes de 12 à 30 ans, il y a une thématique qui revient très régulièrement. Je pense que vous n'allez pas vous y attendre, mais quand je vais le dire, vous allez dire peut-être je m'y attendais. Mais cette thématique-là que je vais vous révéler là tout de suite, c'est celle qui finalement fait langage commun pour une population d'un certain âge. C'est la question du Japon. La question du Japon. Le Japon, à travers la culture des mangas, à travers le jeu vidéo, bref, à travers toute une culture et une influence, va être intégré par des jeunes de quartier, mais jamais ils vous le diront, j'adore ça ou j'aime ça. Il faut rentrer dans leur imaginaire pour se rendre compte que ce qui fait commun entre des jeunes de différentes classes, différentes catégories, ça va être potentiellement le rapport à la culture japonaise. Donc ça veut dire que là, nous avons deux milieux qui se connectent. Mais tant qu'on garde le terme banlieue, on n'est pas capable de voir que
entre guillemets, une autre banlieue s'est connectée à une autre banlieue parce que, on va dire que si moi je pars de Paris ou de la France, le Japon c'est l'autre côté. Parce que le centre, oui, il y a des centres de richesse, mais il y a surtout des centres par rapport à où moi je me situe dans le monde. Et à partir du moment où j'écris un livre sur la banlieue du Turfu, c'est que je me mets au centre de mon expérience et que je ne me considère plus comme un individu à la marge qu'il faut intégrer. Je suis déjà intégré au monde. On partage le même ciel, on partage le même environnement, mais on ne donne pas les mêmes significations et donc nous vivons dans des milieux différents et des espaces temporels différents. Alors maintenant qu'on a dit que des jeunes de 8 à 25 ans ou 30 ans sont intéressés par le Japon, ça a créé un langage commun. Par exemple, je vais prendre le manga Naruto qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, comme beaucoup d'autres mangas, l'histoire d'un héros qui s'appelle Naruto qui veut devenir un grand samouraï ou je sais pas quoi. Si vous voulez si vous voulez avoir une réflexion écologique, entre guillemets, à la fois en termes de réflexion sur le climat ou l'agriculture ou sur les impacts de nos pratiques, de nos modes de vie, en fait, il va être plus intéressant de passer par le milieu du manga, en fait. Il va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enrichissant. Par contre, si vous essayez de passer directement sans la médiation d'un autre milieu, ça va être plus difficile pour vous de faire discuter les imaginaires et sortir de la réalité brute de l'urbain et d'aborder de manière intéressante des questions, ça peut être l'écologie mais autre, ça peut être ça peut être les technologies, ça peut être les institutions. Donc ça c'est un peu ce que j'ai découvert en atelier, c'est que la banlieue pour moi n'est plus un terme pertinent pour affronter les défis nos prochains défis, parce qu'il ne rend pas la subtilité des imaginaires et des expériences des individus de différents territoires. Dès que je vous dis banlieue, vous avez plein d'images et on ne va pas réussir à s'entendre en fait, on ne va pas réussir à créer quelque chose. La mésologie, quand elle traite du sens que nous donnons à notre environnement, elle traite de la question d'habitabilité. Habitabilité du monde. Si on devait faire un lien avec on va dire, ce qui s'est passé en France au mois de juin, juillet, j'aime pas trop ce mot-là, je cherche un autre mot alternatif. Les événements qu'il y a eu dans différents contextes, parce que selon le mot que je vais utiliser, il aura une rhétorique politique, donc on va essayer de neutraliser un peu. Pour moi, c'est un problème d'habitabilité. Je ne me sens pas vivant dans mon quartier, c'est ça que ça veut dire. Je ne me sens pas vivant dans mon environnement. Et donc, quand certains seront éco-anxieux, d'autres seront coléreux anxieux ou éco-colériques, ils vont exprimer leur manière de vivre l'inhabitabilité du monde à travers ces événements. Mais encore une fois, ça ne rend pas compte de la diversité dont on parle pour l'environnement. On peut en parler pour les populations et les milieux, parce que là c'est une catégorie de jeunes qui ont exprimé leur désaccord par rapport à certains événements. Mais si vous prenez un trentenaire qui habite dans un quartier qui a 2 enfants, il ne va pas réagir de la même manière. Donc est-ce qu'on peut dire que eux, ce groupe, ce milieu, ont exprimé la vie de tous les habitants? On ne peut pas dire ça. Et donc la question des rentrer dans la mésologie, l'étude des milieux, ça m'aide à réarticuler tout ce que je n'arrivais pas à articuler quand j'utilisais le terme banlieue. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions déjà, avant que je continue? Oui. Attends, je vais te donner.
Oui, c'est parce que quand tu parlais des Lorbieux au début, tu disais la question écologique n'était pas vraiment, n'était pas vraiment abordée telle que nous on l'a fait. Du coup, je me demandais, parce que je sais qu'il y a une femme qui parle de, elle a appelé ça l'écologie pirate. Oui. Donc je me demandais quel lien, si ça avait un rapport, voilà. Oui. Fatima Wassak a écrit un livre, L'écologie pirate, que j'ai lu, et ma réflexion se situe dans la continuité de son travail, qui est de réfléchir à une écologie populaire. Oui. Oui. Je la connais pas personnellement, mais oui, c'est dans cette réflexion, cette mouvance que je m'inscris. Et je vais pas vous mentir, par exemple, pour donner un exemple concret, on va parler de la sobriété heureuse, on va parler aussi du rapport à l'agriculture. Alors, l'agriculture, quand on vient de pays d'Afrique, depuis plusieurs générations, il se trouve que nos parents, comme les vôtres aussi peut-être, ont été des paysans ou ont été des personnes proches de la terre, ou en rapport avec un travail en lien avec la terre. Leur but lorsqu'ils arrivent en France, c'est de donner entre guillemets un nouveau futur, si on peut appeler ça comme ça, un nouveau futur à leurs enfants, qu'ils ont intégré qu'il fallait devenir avocat, qu'il fallait connaître l'ascension sociale, et donc c'est la question du rêve. On rêve de devenir footballeur, on rêve de sortir du quartier, on rêve de quitter le quartier, on rêve de devenir le prochain Mbappé. Donc tout le monde veut devenir maintenant avant c'était Zidane, maintenant c'est Mbappé, je sais pas quoi. Voilà, tout le monde veut intégrer la haute société. Comment vous voulez retirer ce rêve-là en disant maintenant on va revenir à une sobriété heureuse? C'est un beau concept. Mais ça rentre en contradiction avec ceux qu'on a intégrés depuis des années, voire des siècles. Et donc là, il y a quelque chose à réfléchir. Entre guillemets, si je prends la parole d'un personnage, je veux pas être sobre tant que moi j'ai pas eu tant que j'ai pas eu ma maison. Pourquoi je vais rentrer dans la sobriété heureuse? Je vois pas pourquoi. Tant que j'ai pas eu ma grosse voiture, mon petit jardin, je vois pas pourquoi je rentrerais dans la sobriété heureuse. Et je dis pas que philosophiquement c'est pas possible de sauter le pas, c'est-à-dire de passer d'une situation précaire à une envie de dire en fait finalement c'est intéressant de vivre dans la sobriété heureuse, c'est possible mentalement, mais individuellement, mais ensuite dire ça proposer ça à des millions de personnes, c'est un peu plus compliqué. Et donc c'est pareil pour l'agriculture. On voit un peu les mains des agriculteurs, c'est des mains qui travaillent la terre. Et donc, moi j'ai l'image que la vie de mes parents ou de mes anciens n'était pas très excitante par rapport à aller déménager à Miami, faire la fête, tout ça. Voilà, donc il y a un problème de mode de vie. Voilà. Il y a un conflit de mode de vie, il y a un conflit de rêve. Qu'est-ce qui fait rêver, qu'est-ce qui ne fait pas rêver? Et il y a un conflit d'histoires qui vont raconter, des nouvelles histoires qui vont raconter de manière intéressante, c'est nouveau possible. Donc là, ça va être aussi un des chantiers dans la mésologie du turfu. Maintenant qu'on a pris en compte l'environnement, maintenant qu'on a pris en compte aussi les traditions culturelles et spirituelles, et c'est là aussi parfois moi j'ai du mal avec l'écologie, c'est que l'écologie de manière globale, c'est par exemple, on va parler de Nike, des grosses, du luxe, domaine du luxe. Donc moi, en fait, on va dire que je suis d'une classe sociale populaire. Je me suis habitué à porter de la marque pour me valoriser et pour valoriser. J'ai acheté une télé, j'ai acheté des Nike, j'ai acheté tout un ensemble de symboles pour essayer de dépasser un peu ma pauvreté, ma condition. Maintenant, vous venez me voir et me dites, ouais,
telle entreprise détruit la planète, il ne faut plus porter de Nike, il faut porter des chaussons ou je ne sais pas quoi. En soi, c'est intéressant, mais là, vous venez de détruire un espace symbolique. Oui, on peut dire que cet espace symbolique, il est attaché à une forme de capitalisme, on ne peut pas nier, mais en même temps, vous venez de détruire mon milieu. Et donc, une certaine forme d'écologie, sans faire exprès, au nom de faits scientifiques avérés et tout, vont détruire des milieux, des environnements symboliques, des cultures, parce que c'est pas assez écologique. Et donc, du coup, pour vous donner un exemple concret, la chicha, vous savez ce que c'est la chicha? C'est le truc qu'on fume là comme ça. C'est devenu très populaire depuis 10 ans, c'est récent quand même, depuis 10 ans. C'est une pratique, il y a beaucoup de chicha en région parisienne, mais partout dans le monde en fait globalement, et c'est une pratique on va dire, qu'on retrouve souvent chez les jeunes, mais pas que. Et je vais donner une conférence et on va me dire oui, mais monsieur Fofana, c'est votre exemple. Moi je parle des chichas comme espace safe. Espace safe, c'est un espace sécure ou un espace de sécurité émotionnelle où des gens vont se réunir pour avoir certaines conversations, pour se reposer ou tout simplement pour rien faire. C'est bien de rien faire parfois. La première question qui peut venir, c'est déjà les chichas, c'est un espace, il n'y a que les garçons, donc c'est antiféministe. Ensuite, la chicha, c'est pas bon pour la santé, donc ça aussi, on va arrêter ces conneries. Et en plus, c'est pas écologique. Donc quand on a dit tout ça, on a supprimé, on tente de supprimer une pratique ancestrale. On a créé la chicha, je pense, dans les années 1500-1600, au nom de nouvelles valeurs, on va dire, écologiques. On va détruire un milieu. Et c'est normal peut-être, moi c'est une hypothèse que je me dis, plus on est éloigné d'un imaginaire et de sa culture, plus on va avoir des facilités à supprimer les traditions qui n'ont plus qui ne sont plus, on dit en anglais relevantes, qui ne sont plus pertinentes dans un cadre d'effondrement ou dans un cadre d'effondrement ou dans un cadre de problématique environnementale ou dans un cadre de difficultés socio-économiques. Oui. Justement, en fait, on peut remettre en cause des pratiques parce que justement, quand on acquiert des connaissances, on se réadapte, on tient en compte de ce qu'on sait, c'est pas bon pour la santé, etc. Et on modifie son comportement. C'est ça aussi la difficulté, parfois d'être dans une routine et de changer de routine en fait. C'est un peu, c'est compliqué, je ne dis pas que c'est facile, mais ça peut s'entendre, ça peut se concevoir ou pas. Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, je vais être par exemple, un designer animateur. Je vais être à l'interface entre ma conception durable. On va impliquer toutes les manières de faire et de vivre durable par rapport à ce que nous avons lu et développé par rapport à un corpus scientifique. Mais ensuite, moi, je dois discuter avec des citoyens. Donc, le changement que moi, je vais pouvoir enclencher rapidement, c'est de faire une méthodologie de design qui va permettre aux participants d'à la fois mobiliser leurs imaginaires, leur récit, leur quotidien, mais en prenant en compte les défis environnementaux. Mais je ne vais pas pouvoir leur dire de supprimer tout de suite leur mode de vie. Donc, en tant que chercheur et citoyen, et en tant que chercheur et designer, oui, mais ensuite en tant que personne au contact de la population, c'est compliqué. Voilà. Même si on va essayer de le faire sur un temps long. Et donc, ça veut dire que dans ce livre que je vais devoir écrire, la méthodologie du turfu, l'exemple que j'ai donné de la symbolique, de Nike, des routines, etc., on va devoir trouver une autre manière de se revaloriser. Voilà, c'est ça en fait. On va devoir trouver une autre manière de se revaloriser. Et cette autre manière de se revaloriser, je dois réussir à la mettre en récit et de montrer que c'est viable et durable. Donc c'est un peu un long process, quoi. Oui. Sur ce point, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, pour moi,
il n'y a pas de différence entre, je dirais, la personne qui va être dans un milieu défavorisé et qui va voir les Nike comme un marqueur social qui la valorise, et la personne, alors là je vais dire comme moi, blanc, 50 ans, qui a un minimum d'argent, qui au contraire va finalement utiliser la même symbolique pour créer son propre espace. Au-dessus, si on abstrait, on est tous prisonniers de la symbolique de la société de consommation. Mais en fait, avec la même prison, qui est qu'à chaque fois on se positionne par rapport à ces marques, en les acceptant ou en les refusant, mais je pense qu'il y a moyen de mettre tout le monde d'accord en montant d'un niveau d'abstraction, ce qui n'est pas forcément simple, mais voilà, c'est plus une remarque. Oui, donc finalement, quand on articule toutes ces réflexions, on est en train de remettre en cause un système et sa manière de fonctionner, de fabriquer du rêve et du cauchemar. Donc, vous allez avoir votre manière de marquer votre appartenance, vous allez avoir votre manière de vous valoriser en société. Moi, je vais en avoir d'autres, mais on est d'accord qu'on reste dans le même schéma de faire. Il y avait d'autres questions, d'autres réflexions? Oui, oui. Je reviens sur la question. Je reviens sur la question des traditions, parce oui. que c'est vrai que on peut les voir de deux manières. Enfin, c'est les racines sur lesquelles les gens s'ancrent et qui fait un peu leur identité. Et là, ce côté-là, c'est positif, mais ça peut être aussi l'inertie qui fait qu'on ne peut pas changer. Au nom de la tradition, on dit tout doit rester comme avant. Alors, à mon avis, en ignorant que rien n'est resté comme avant. Les gens qui s'appuient sur la tradition, ils oublient toujours que les modes de vie, les modes de pensée, ils n'arrêtent pas d'évoluer. Donc, je pense que la question, mais par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est effectivement le changement, c'est dans tous les milieux, c'est très dur dans les médias. On voit qu'on attaque des manières de penser, des modes de réflexion, la manière de voir le monde dans tous les milieux, et même les gens très convaincus. C'est pas facile à faire deux. Et la deuxième, c'est en quoi ce changement il nous valorise. J'aime bien beaucoup le terme valorisation parce que, en fait, nous, ça doit être ça le moteur pour nous. Il y a un moteur de peur, donc d'inquiétude, et il y a un moteur à travers ce qu'on est en train de faire, on se valorise. Pour revenir là-dessus, moi l'exemple de la chicha, il me parle. Je ne le voyais pas comme ça, mais évidemment, parce que c'est pas mon culture, bien que j'ai été en Algérie, il n'y a pas beaucoup de chicha de mon temps. Mais le truc que moi j'ai retenu de Fatima Wassak, c'est aussi, elle cite un moment une conversation qui doit avoir lieu avec son père, elle ne dit pas que c'est son père, mais elle dit le père de la femme. Et le père vient de donner de l'argent à une association qui travaille pour la ceinture verte en Afrique. Et la réflexion de sa fille, qui a une quarantaine d'années en France, qui est une fille, elle était née à l'étranger, mais juste immigrée de longue date, elle dit mais pourquoi tu donnes l'argent à une association pour faire un truc en Afrique alors que tu donnerais jamais à une association en France, quoi. Et le père il dit mais ici c'est pas notre terre. Alors qu'il donne dans un pays qui n'est même pas son pays. Et elle parle de ça en disant il faut que cette terre devienne notre terre, en parlant des gens en banlieue. Et quand tu parles de la chicha, pour moi il y a vraiment une réflexion à faire parce qu'on dit oui, abandonner les traditions, mais en ayant toutes nos traditions. On n'est pas dans un nouveau pays, on ne vient pas d'immigrer, on n'est pas 2e ou 3e génération. Et on a tout à disposition, donc on peut en changer quelques-unes, forcément. Mais c'est complètement pas du tout la même situation de population qui ont à la base abandonné presque tout. Et là, on dit, ouais, cette truc-là qui revient ou qui persiste, peut-être qu'il faudrait aussi l'abandonner. Donc il y a une discrimination,
des différentes approches sur le changement, la création, parce qu'il y a un besoin d'enracinement, en fait, qui est énormément plus grand. C'est exactement ce dont on veut parler dans le projet quand on discute. S'enraciner dans la terre, pour en faire quelque chose, et puis pour aussi entrer en relation plus avec. Je trouve que c'est très très bien résumé. C'est des contradictions, mais il y a des paradoxes sur cette question du rapport à la terre et de l'exemple du papa de Fatima Wassak, parce que on peut planter des arbres en Afrique, ça se fait depuis 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai un certain âge, et déjà quand j'étais petit, bien avant que, on va dire, l'écologie devienne aussi populaire qu'aujourd'hui, on envoyait déjà des jeunes de quartier planter des arbres au Sénégal, au Mali, etc. Mais si tu leur demandes de planter des arbres là en bas de leur quartier, ça leur paraîtra aberrant, alors qu'ils font ça déjà depuis très longtemps pour une terre qui a 300 km, 500 km, je ne sais pas combien de temps. Et c'est encore plus paradoxal parce que un jeune va dire c'est mon quartier, c'est mon territoire, mais de l'autre côté il va l'abandonner aussi. Et dès qu'il a la première occasion, il fuit comme une puce de lit. Voilà. Donc il y a un aspect, je me réapproprie, mais je m'exproprie. Et moi, quand on va aller en vacances au Mali, au Sénégal, on ne tient pas 2 semaines. Hein. On ne tient pas 2 semaines. Je rentre chez moi, la France, c'est là où tu comprends que l'ancrage français. C'est là que quand tu vas en Afrique, c'est vraiment, je ne suis pas Afrique. Je suis malien de façade, ou pas, en tout cas pas aussi profondément que je le pensais. Alors que quand je reviens ici, dans le discours que je vais avoir avec les autres, à nouveau on se remet non, il y a un gros problème par rapport à cette terre-là, mais c'est vrai que quand vous voulez m'enlever le peu de tradition entre guillemets que j'essaie de conserver pour un oui ou un non, et ben c'est l'explosion. Sachant qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau francophone, il y a de plus en plus de réglementations pas pour interdire, hein, mais pour diminuer l'usage de la chicha, parce que c'est considéré comme par le ministère de la Santé, et je pense à juste titre, comme un danger, comme la cigarette. Et donc il faut réguler. Et donc parfois quand je fais des recherches sur Internet, sur le sujet, et ben j'ai des petits messages du ministère qui me disent attention, la chicha c'est pas bien, tout ça. Donc il y a des réglementations. Et en Allemagne, on essaye de diminuer la consommation. Donc voilà, c'est un petit peu violent, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport ancrage et quelle tradition on va garder et quelle tradition on va s'empresser de supprimer. Et c'est vrai que moi j'ai essayé à travers le rapport au cosmos, et que je retrouve dans la mésologie, pour être sobre, pour rentrer dans une sobriété heureuse, il faut aimer la terre en fait. Il faut aimer la vie en fait, il faut aimer la vie. Et quand tu aimes la vie, tu n'as plus besoin d'accumuler du matériel et des choses. Mais c'est aussi parce que j'ai fait, on va dire, personnellement, j'ai fait un travail pour apprendre à me valoriser différemment, quand moi je sais que mes amis, ils sont encore dans des narratifs où ils ont besoin d'exprimer ils veulent de la reconnaissance. On veut tous de la reconnaissance en tant qu'humains, mais ils veulent de la reconnaissance sociale, économique et sociale. On a faim de reconnaissance économique et sociale. Et donc là, ça vient télescoper les réflexions autour de la sobriété heureuse. Et donc moi, je vais prendre ce paradoxe de la terre, je vais prendre le paradoxe de la sobriété, et je vais devoir trouver une troisième formulation, une troisième proposition pour exprimer l'idée de sobriété sans... je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si on va réussir, mais je vais devoir exprimer cette idée de sobriété à travers pas que des faits. C'est pas suffisant d'arriver de dire en fait demain c'est l'effondrement, donc ne faites plus ça. Il va falloir quand même être plus fort conceptuellement et en termes d'élaboration symbolique. Ça suffit pas de prendre des faits. Hein. Vraiment, ça a l'air évident pour chaque milieu. Et je vais vous donner un exemple.
si vous prenez les, je sais pas moi, les évangélistes ou les salafistes ou tout groupe spirituel, ils ont leur récit de la fin du monde. Et ça, ils se le répètent tous les jours, chaque vendredi à la mosquée, la fin du monde, je sais pas quoi, les signes de la fin du monde, les signes de la fin du monde. Là, vous n'avez pas vu la terre exploser, c'est un signe de la fin du monde. Et à la place des savants, c'est-à-dire à la place des scientifiques, vous allez, votre discours se tient par l'épistémologie, la réflexion scientifique. Lui, son discours tient par l'épistémologie des savants religieux, qui sont des savants. On utilise le mot savant pour dire ce que nous on appelle imam. En tout cas, un savant, il a fait un doctorat ou doctorat plus. Lui, dans son monde, il s'en fout du savant du GIEC ou je sais pas quoi. Il a son savant à lui qui va lui expliquer que c'est la fin du monde. Et donc, il y a le même récit, mais il n'y a pas les mêmes référentiels et il n'y a pas les mêmes, impacts. Et comme je le disais ce matin, franchement, on vit un peu dans des mondes parallèles. On vit dans des espaces très différents. On ne se rend pas compte qu'on vit dans des milieux temporels très très différents. Donc, entre l'individu influencé par la spiritualité à travers des récits de fin du monde très très vieux et le participant du groupe Adaptation Radicale qui lui aussi va être intéressé par les récits d'effondrement, il y a des convergences quand même. Est-ce qu'ils vont se rencontrer un jour? Je ne sais pas, mais il y a des convergences. Et moi, à travers ces ateliers, moi-même, je suis obligé de me transformer. Tous les jours, je rencontre des gens différents, avec des visions du monde différentes, avec des imaginaires différents, mais qui sont convaincus, je vous assure, qui sont convaincus, qui sont dans la voie droite, comme diraient les salafistes. Ils sont convaincus qu'ils sont sur c'est ça, c'est le monde, il est ainsi. Donc moi, je dois faire articuler tout ça. Oui. Sur la sobriété, moi je voulais juste revenir, il y a aussi un truc qui pourrait t'intéresser, qui vient du GIEC, ces choses-là, mais une des thématiques qui est en train de monter, qui a essayé de monter depuis 20-30 ans, parce que les pays à l'échelle mondiale, les pauvres du monde, les pays pauvres essayent de faire monter cette thématique depuis très longtemps, c'est la justice sociale, climatique. Mais en fait, c'est même pas encore assez arrivé en France. Il y a quand même toute une partie de la France qui n'a aucun effort de sobriété à faire. En tout cas, c'est les derniers à qui on devrait en parler. Et ça, c'est pas du tout, pour l'instant, c'est pas du tout mis en action par aucune politique publique, rien. Les Français sont traités comme des Français, donc on va devoir faire des efforts de sobriété. Mais en fait, si tu regardes les classes sociales, oui ou non, il y a beaucoup de classes sociales les plus défavorisées, c'est plutôt non. Les autres vont devoir faire des efforts de sobriété pour toi. Ou en tout cas, ils vont devoir les faire largement avant et largement plus. Mais comme c'est évidemment politiquement explosif de dire ça, c'est pas tellement promu pour l'instant. Ça commence à émerger. Mais ça, pour moi, c'est un des discours qui est intéressant à intégrer dans le discours vers les banlieues. Parler de banlieue climat, mais pareil pour vers les milieux, mais ça va, c'est les milieux maintenant. Mais on va y arriver. C'est de dire, mais attendez, le discours général servi aux Français, il n'est pas du tout adapté à tout le monde de la même manière, mais vraiment pas du tout. C'est maintenant admis par les scientifiques, mais pas du tout, par exemple, par le GIEC en tant que préconisation officielle. Ça commence de dire que oui, il y a de la place qui doit être laissée au pays pour progresser au niveau croissance, industrialisation et pollution. Donc, ils ont le droit d'émettre plus de CO2 par habitant qu'ils émettent à l'heure actuelle. En fait, ils devraient avoir le droit. Donc, ça demandera à ceux qui émettent trop des efforts supplémentaires. Ils ne doivent pas juste revenir à la moyenne mondiale. Ils doivent descendre en dessous pour que les autres puissent y monter. Et ça, c'est applicable à l'échelle d'un pays, de tous les pays, pas la France plus que les autres. Bon, c'est sûr que tu vas au Bangladesh, c'est pas pareil, mais. Et ça, c'est pas du tout creusé pour l'instant. Je pense que c'est intéressant de le creuser parce que c'est pas les mêmes efforts, c'est pas les mêmes thématiques. Et c'est que justice, quoi, en fait. C'est pas faire des préférences ou quoi que ce soit, c'est simplement presque mathématique, quoi. Je pense que c'est intéressant cette question de la justice
sociale climatique. Là, j'ai pas de réponse. Il faudrait voir comment ça se développe et comment ça s'applique, sans forcément continuer à créer des clivages en termes de perception de ce que je suis dans la société française. Donc, on pourrait dire que comme je suis entre guillemets pauvre, je n'aurais pas à payer, pardon, quelque chose, par exemple. Oui. Oui, c'était juste savoir si ça marchait pas. Et monsieur, Je pense que pour appuyer un petit peu ce que tu dis, l'exemple, par exemple, que là, actuellement sur la rénovation des espaces thermiques et l'isolation des bâtiments, elle est, je trouve, super intéressante de ce point de vue. Parce qu'en fin de compte, on voit qu'il y a un objectif qui est d'abord d'économie d'énergie, mais derrière, la question, c'est celle de la qualité des logements pour les populations, parce que ce n'est pas les gens nouveaux qui vivent dans les maisons thermiques. Par contre, eux, ils habitent très peu dans des très grandes maisons, et c'est toute la question aussi de la surface habitable par habitant, parce que c'est parce qu'on parle souvent d'isolation, d'efficacité énergétique des bâtiments. La première efficacité énergétique, c'est d'appliquer un certain nombre, de mettre plus de gens dans la même surface, parce que là, quand on chauffe plus de gens par habitant, on est beaucoup plus efficace. Et c'est presque plus efficace que l'isoler. Mais il faut faire les deux. Donc, la complexité, elle est là. C'est que souvent, on voit le modèle, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut prendre tout en compte. Et là-dessus, je trouve que le milieu est intéressant, parce que chaque individu n'est pas dans la même situation que même son voisin. Parce qu'il n'a pas le même métier, il n'a pas la même histoire, et en ce sens-là, il n'est pas relié au même réseau. Et donc, il a une vision des possibilités et des contraintes qui sont différentes. Je suis content, c'est bien résumé, c'est exactement ça la question des milieux et pourquoi elle m'intéresse plus que maintenant le terme de banlieue. Je trouve que je pensais que c'était difficile, mais vous avez très bien résumé, et la question des milieux, elle permet d'articuler ces différents niveaux. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que elle le permet. Parce que, comme vous venez de le dire, on a vécu dans le même bâtiment, mais parce que finalement pas dans le même milieu, parce qu'on n'a pas le même lien à l'environnement par rapport à la symbolique, à notre vécu, à notre situation. Ce qui me permet aussi de revenir sur la question de la tradition et de la modernité. Je vais donner deux exemples pour dire que pour moi l'écologie elle est là dans les environnements populaires, mais elle ne va pas forcément s'exprimer sur un mode politique, sur un mode revendication. J'ai regardé une vidéo de musculation et dans lequel il y a un coach sportif qui raconte son nouveau programme alimentaire. Il n'y a pas un moment où il va te parler d'écologie. Et pourtant, tout est calculé en termes caloriques et dans la qualité de l'aliment pour que non seulement tu fasses du sport, mais pour que d'abord tu sois en bonne santé. Alors, lui, jamais il va venir vous voir vous dire que je suis un écolo. Et pourtant, par rapport à sa pratique sportive, c'était génial, vraiment, c'était génial en termes de propositions alimentaires. Vous allez aussi trouver des individus qui vont faire des gâteaux, des tiramisu, qui vont les vendre sur Internet, qui vont faire un effort incroyable pour que le tiramisu soit fait maison, mais quand je dis fait maison, et que les aliments soient les meilleurs ingrédients possibles. Vous allez rencontrer telle personne qui va essayer de faire son savon, telle personne qui va essayer de faire son maquillage. Et en fait, moi, je vois de l'écologie partout, avec les gens que je côtoie. Mais elle n'est pas systématisée. Oui, elle n'est pas ni systématisée, ni politisée. Et donc, ça veut dire qu'elle est présente
Mais peut-être il y a un discours à élaborer autour. Un autre exemple, c'est celui de ma mère, mais de d'autres aussi. Ma mère elle va avoir 50 ans et elle commence à réfléchir à revenir donc au Mali, en Afrique. Et donc tout d'un coup, elle s'intéresse à Pierre Rabhi. Ça c'était il y a 5 ans, 10 ans. Elle s'intéresse à Pierre Rabhi. Pourquoi elle s'intéresse à Pierre Rabhi? Parce qu'elle voulait réapprendre à travailler avec la terre. Elle ne sait plus comment faire. Je ne sais même pas si elle l'a su. Hein. Je pense qu'elle ne l'a jamais su ou ne l'a pas transmis. Tout d'un coup, elle s'intéresse à Pierre Rabhi, à l'écologie, à l'agroécologie, tout des trucs très techniques. Elle va chercher à se former, mais jamais elle va sortir, elle aura son boubou. Jamais vous allez voir dans sa tête une écolo convaincue. Et pourtant, elle passe son temps à se reformer pour pouvoir travailler avec la terre à nouveau. Et ça aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc tout ça me fait dire qu'on a mal posé la question, ou on a posé la question à partir d'un imaginaire écologique dominant qui vient d'une certaine classe sociale et qui prend du pouvoir, et c'est très bien, et qui s'exprime de plus en plus et qui se transmet de plus en plus. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais il faut pluraliser un peu ces images. Et donc par rapport à la tradition, c'est difficile pour la tradition, la modernité, ça a été la rupture avec la tradition, et notamment les traditions religieuses à travers la Renaissance, la philosophie des Lumières, et surtout en France, la République la République, c'est une question importante en termes de valeurs et de projets. Mais il y a plein d'individus qui sont restés traditionnels au fond d'eux. Et je suis sûr qu'au fond de vous, il y a encore un traditionnel, mais ça va s'appliquer à un autre champ de la tradition. Maintenant, la modernité aussi, elle commence à être dépassée. Quand on dit que la modernité commence à être dépassée, c'est tout le système, entre guillemets, de la consommation que nous sommes en train de critiquer pour aller vers une autre, ce que certains appellent une post-modernité, c'est-à-dire un monde avec des nouvelles valeurs, des nouveaux sujets. Il y a des individus qui sont encore dans la tradition, vous êtes déjà dans la post-modernité. Il y a des individus qui sont dans la modernité, vous êtes déjà dans la post-modernité. Il y a des individus qui sont dans la post-modernité, vous êtes, et d'autres qui sont encore dans la tradition. Et ça se voit beaucoup dans les imaginaires. Parce que les imaginaires, l'imagination et la rationalité, c'est pas la même chose. D'après mes observations, l'imaginaire a toujours pas un temps de retard, mais un temps de formation. Comment dire, l'imaginaire est plus ancré dans le passé. L'imaginaire est plus ancré dans l'enfance, l'adolescence, les premiers souvenirs, les premiers bons moments, les premiers mauvais moments, les premiers traumas. Et à partir de cette couche imaginaire originelle, nous, on va constituer un discours rationnel. Et donc ça veut dire que les participants, lorsqu'ils vont travailler, ils vont inventer des récits à partir de leur espace imaginaire, une partie des récits ne seront plus ou moins rationnels. Donc si je vous demande votre avis sur une question, la rationalité va exprimer avec du vocabulaire, des mots. Si je vous dis d'imaginer une histoire sur le même sujet, vous n'allez pas avoir le même niveau de réflexion et la même capacité de passer du discours imaginaire à la rationalité. Et ça, c'est un truc à prendre quand on est sur de réflexion en rapport avec le futur. C'est dur d'imaginer c'est dur d'imaginer le futur. 2. Et comme c'est dur d'imaginer 1 et 2, d'imaginer le futur 2, c'est anxiogène de penser le futur. Sachant que nous sommes des pessimistes de nature presque, sauf pour certains qui ont eu la chance de naître avec des natures joyeuses, on va être plus aisément anxieux et pessimiste par rapport aux divers événements de l'existence. Et donc du coup, plus ou moins résilient par rapport à ces événements-là. Donc l'imaginaire est toujours un petit peu en retard, ou peut-être, disons que la rationalité, on arrive au bout, on y va trop en avant, et qu'il faut peut-être rééquilibrer. Et ça, c'est une question que la mésologie va devoir traiter, parce que
une fourmi qui voit une montagne, la fourmi ne va pas pouvoir produire un discours autour de la montagne. Et comment on produit un discours autour de la montagne en se rendant compte que la montagne, c'est l'espace où il y a les dieux. Donc, le fait que les êtres humains inventent des mythes dans lesquels il y a la montagne, l'Olympe, c'est comme ça qu'on a commencé à intégrer notre environnement dans notre imaginaire. C'est pas suffisant de dire que là je connais la caractéristique de cette plante, je connais la caractéristique de cet animal, c'est l'environnement. Non, il faut intégrer notre environnement à notre imaginaire pour ensuite retraiter avec lui, redialoguer avec lui, recréer du sens, et ensuite l'environnement, lui, à son tour, a un impact sur nous et on crée un dialogue. Mais tant qu'on n'a pas réenclenché ce dialogue avec l'environnement, on ne peut pas intégrer la montagne et le lac et les animaux et tout le vivant globalement dans notre quotidien. Et c'est pour ça que les anciens, et là pour le coup c'est une tradition, la tradition, vous aviez raison, dans la tradition il y a beaucoup d'inertie, et donc on va essayer de revaloriser la tradition. Le fait que les anciens parlaient de macrocosme de microcosme, de cosmos de macrocosme de microcosme, aujourd'hui on a besoin de ça, de se relier au cosmos. Mais comment se relier au cosmos quand on habite dans un HLM du 12e arrondissement? C'est compliqué, certains me diront, mais je pense que c'est possible. Et donc du coup, pourquoi moi j'ai choisi un peu de m'éloigner un peu de l'écologie globale pour me rapprocher de la nosologie? Parce qu'il me donne envie de me réapproprier le monde. Il me donne envie de me réapproprier l'univers sans que ma condition sociale ait changé. Entre guillemets, parce que si on rentre dans le détail, j'ai un peu évolué, mais on va dire que aujourd'hui j'accepte mon existence. Parce que je peux parler avec le vivant directement sans passer par aller au Stade de France et marquer un but à la finale de la Coupe du Monde. Si un jour ça arrive, je sais pas, c'est tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, j'ai déjà créé du lien avec le cosmos. Et ce lien avec le cosmos, il existe déjà dans les traditions. Maintenant, je ne sais pas si en termes de stratégie, c'est-à-dire c'est une question qu'on peut discuter. Est-ce que ça veut dire que avec certains individus dont l'imaginaire est plutôt orienté tradition, limite modernité, est-ce que pour parler écologie, on va mobiliser des discours traditionnels pour ensuite articuler avec l'écologie d'aujourd'hui? Ou est-ce que je vais venir avec les données brutes du rapport du GIEC en leur disant il faut se transformer, ou une troisième voie, à travers la fiction, on va imaginer des mondes où les deux dialoguent. Bon, on va parler après de l'aspect politique, concrétisation, mais déjà c'est une question qu'on peut... je peux écouter vos avis là-dessus. Moi je pense que l'imaginaire, forcément, il doit se faire à partir de notre histoire. C'est-à-dire si on ne reconnaît pas notre histoire, si on dit tout n'existe pas, ton histoire, elle compte pas. On ne peut pas construire l'avenir sans reconnaître notre histoire. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, je pense que la question de l'humanité, pour moi, c'est le rapport à l'autre, c'est l'histoire de la reconnaissance sociale. C'est on vit par le regard de sa mère, on vit par les autres en fait. On veut être reconnu. Et le problème, c'est que cette reconnaissance, elle peut déboucher sur l'égoïsme et sur la domination. Et donc, je pense que les religions, les grandes religions, ont essayé justement de limiter cet égoïsme et de nous donner des clés pour dire faites attention d'aller et de travailler un autre imaginaire, et donc je pense qu'il faut réinterpréter la tradition aussi et la moderniser en quelque sorte sans dire il faut inventer une nouvelle religion. Il faut au contraire repartir de ce qui existe à ce
niveau-là, moi j'ai l'impression. Et il faut arriver à construire un imaginaire une relation, de la relation à l'autre qui donne envie. Et c'est vrai que, par exemple, nous, on essaie de bosser sur l'idée de l'entraide. Et je pense que, par exemple, ça peut être comme les utopies autour de la solidarité, autour de l'entraide. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire aider, sauver le monde. Et donc peut-être ça peut être un déclencheur justement de créer un récit positif, un récit qui donne de la reconnaissance sociale autrement que par l'accumulation de biens et qui donne envie d'avoir autre chose que des Nike qui rendent pauvres en fait. Donc c'est cette recherche-là qu'il faut continuer à mener. Et est-ce que la création de ce récit positif qui fait réfléchir de plus en plus de mouvements écologiques, comment l'associer, l'articuler avec les questions de l'effondrement? Là, on va avoir du monde. Alors, monsieur. Voilà, c'est ça, merci. Justice. Vous avez déjà donné une clé intéressante, c'est effectivement, alors ça bouscule un peu d'entendre que écologistes, collapsologues et salafistes me combattent. Mais en même temps, je pense que c'est réel. On pourra construire un imaginaire que si cet imaginaire il porte un vrai futur. Donc notre imaginaire à nous écolos, il a un peu ce défaut de porter effectivement cette radicalité un peu nihiliste. Comme le portent d'autres. Effectivement, il y a des discours qui portent plus dans les banlieues, qui sont mais sur le même nihilisme, qui sont. En fait, la question devient comment, aujourd'hui, à partir de tout un tas de gens qui ne croient plus dans les mythes sociétaux actuels, on arrive à trouver une nouvelle lingua franca qui recrée du lien social. Alors, pour le coup, désolé, j'ai peut-être compris ma question, mais j'ai pas la réponse. Et pour le coup, là, vous m'avez beaucoup intéressé à mettre ces deux sphères en parallèle, parce que ça illustre bien le fait qu'on est bien sur un débat global et que la solution, elle passe pas sur le maintien de cette dissociation des milieux, justement, mais par leur rapprochement. Et voilà, j'ai pas de réponse, mais je trouve vraiment votre réflexion, en tout cas, fait beaucoup avancer la ligne. C'était pour ça, merci. En tout cas, oui, allez. C'est très très bien résumé, hein. C'est exactement ça le défi, et j'ai pas encore la réponse que je connais. Et c'est pour ça que je vais essayer de faire ce travail d'écriture. Enfin, moi, ça m'intéresse aussi sur l'aspect. Parlez bien répondre. Oui, pardon. Ça m'intéresse aussi de regarder, en fin de compte, notre vision du futur. Et on ne peut pas faire l'impasse quand on lit les rapports du GIEC sur le fait que la vision du futur, elle est catastrophique, potentiellement terrible et avec une probabilité qui devient de plus en plus fort catastrophique. Je pense que ce récit-là, la tentation, c'est toujours, moi régulièrement on me dit, il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut faire peur aux gens. Parce que la réalité, elle est terrifiante. Alors, pas forcément pour nous, peut-être pour toi. Parce que moi, je suis un peu vieux, donc je peux espérer que ça s'aidera. Mais moi, ce que je dis, et je me projette, j'ai la peur pour mes petits-enfants. Tu vois, s'ils me protègent dans l'avenir, et c'est pas 3 générations futures, c'est mes petits-enfants qui vont être confrontés à cette situation. Donc, ce constat, si on le marque pas, les gens restent dans le déni. Tu vois. Et alors maintenant, quel est le rôle de l'imaginaire? C'est d'essayer d'imaginer des scénarios différents. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est pas celui qui change tout et qui sauve la planète, on redevient dans une situation idéale, tout ça, mais un scénario qui nous permet que ça reste vivable pour nos petits enfants. Virginie, tu voulais parler? Oui, moi je
je suis intéressé par le truc, mais je pense que dans la réponse, il y a une partie de soit approfondir la question, soit y répondre en partie négativement, dans le sens, je ne pense pas qu'on peut imaginer. Alors on peut tracer des grandes lignes. Tout le monde va subir le climat, par exemple. Ok, ça on peut le dire. Enfin, tout le monde. Si on se place sur la France, par exemple, tous les Français, tous les gens qui vivent en France vont subir à peu près le même climat. Ça c'est vrai. Mais après, tout ce qui a été imaginé pour l'instant a été par la classe écologique que tu décrivais au début. Et donc a été imaginé avec ses capacités d'imaginaire à elle, oui. Qui ne représentent pas l'ensemble de la population, même juste de la France. Oui. Donc en fait, toutes les réponses qui ont été esquissées jusqu'à maintenant, toutes les tentatives de récits positifs, négatifs, etc., sont d'une seule classe et pour elles-mêmes, puisque en fait, on réfléchit à peu près que pour nous. Alors, on est capable de déborder un petit peu, mais pas beaucoup. Donc déjà, la réponse, il n'y en aura pas une, il y en aura plein, et pour l'instant, on ne s'est même pas donné les conditions d'en avoir plein, puisque les gens qui posent la question, c'est très rare qu'ils soient multiples, quoi. C'est essentiellement une classe de personnes qui se posent la question en disant comment on peut attirer les autres à se poser la même question que nous. Alors qu'en fait non, la question ne se pose pas de la même façon pour tout le monde. Donc il faut plein de gens qui, de leur point de départ à eux, se posent la question. C'est pour ça que mon projet de bouquin est passionnant dans ce sens-là, parce que c'est un autre point de départ et une autre façon d'envisager la question et les réponses. Il y a un gars qui parle d'un truc que personne ne connaît, même les gens qui connaissent le GIEC, en général ne touchent pas à ça, c'est les IAM, Integrated Assessment Models. C'est les modèles modèles informatiques qui modélisent l'évolution du monde suivant quelles émissions on va produire, quelle croissance économique, etc. Il dit qu'il y en a 20 qui nourrissent les modèles du GIEC, qui tracent ces ensembles de courbes qu'on voit tous. Ils sont tous les 20 produits dans le monde occidental, par des chercheurs du monde occidental. Il y en a peut-être un qui est fait en Inde, un truc comme ça, peut-être un peu en Chine. Et il dit en gros, c'est une énorme majorité. Il dit simplement si ces modèles venaient d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Inde, de tout, s'il y en avait un dans chaque endroit, par exemple, le résultat, la courbe ne serait pas la même. Physiquement, ça ne donnerait même pas la même chose, parce que c'est pas que du physique. Il y a plein de social, de politique, de machin dedans. Donc on voit que même ce qu'on dit de l'évolution probable du monde est complètement biaisé à l'heure actuelle. Et simplement, en changeant les scientifiques qui feraient ces courbes-là, enfin qui rentreraient leurs paramètres dans les modèles, ça changerait tout. Donc pour moi, ça s'applique de la même manière. Forcément. Vous savez comment le modèle le modèle, le nom, c'est IAM, Integrated Assessment Models. Ok, très bien. D'autres questions ou réflexions? Oui. Merci pour ces éclairages. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de rentrer dans la question de l'imaginaire. On a eu une récente expérience à l'Université de Lille, en fait, en parallèle du cycle épistémé, en fait, c'est un cycle de conférence qui s'est tenu sur la vie, laboratoire des transitions. On a construit en fait un petit outil en fait, pédagogique qui avait vocation justement de questionner de façon systémique en fait, la problématique de la vie et de son rôle, en fait, ses liens avec les risques climatiques. Et en fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est purement et simplement qu'il n'y a pas de mésologie entre les sciences, en fait. C'est-à-dire qu'au sein même de l'université, un grave problème, en fait, mais partout ailleurs, pas qu'à l'université, il y a un grave problème de discussion, en fait, entre les filières. On est tous, chacun dans notre domaine. Il n'y a pas de lieu, en fait, il n'y a pas d'espace-temps pour penser ça, en fait. Donc je pense que la mésologie, elle est aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de milieu, en fait, intellectuel, pas intellectuel, etc. Au sein même, en fait, des milieux, il faut recréer aussi des espaces-temps de discussion. Et du coup, ça m'amène moi à une question, c'est que j'ai bien envie que tu nous parles un petit peu de tes approches, justement, en termes du design. Pour moi, le design, c'est aussi le milieu, justement. Oui. C'est pouvoir créer tous ces médiums, en fait, intermédiaires.
quel type d'objet, en fait, justement, tu as travaillé dans ces ateliers, comment tu t'y es pris, qu'est-ce qui a accroché, qu'est-ce qui n'a pas accroché? Donc, en effet, je pratique le design. Alors, à la base même, j'ai choisi le design alors que dans mon environnement, c'est le sociologue qui est celui qui parle des banlieues en général, c'est le sociologue. Et quand j'ai commencé tout au début de mes recherches, j'ai tapé banlieue sur Google et après vous avez des images, des propositions. Il y avait 10 images d'hommes blancs sociologues qui sont c'est eux qui parlent des banlieues. Et donc le fait de prendre le design, c'était déjà en soi, je ne vais pas prendre leur langage. Ça peut être intéressant, mais ça peut être intéressant d'utiliser un autre langage pour traiter un certain sujet. Mais avant de rencontrer le design, j'avais déjà rencontré la philosophie. Et lorsque j'ai rencontré la philosophie, j'ai pas compris. Je comprends l'attrait pour la sociologie, mais un philosophe, c'est un philosophe de la cité. À la base, un philosophe, il est là pour penser son milieu, sa ville, son quartier. Donc, si on remonte à Athènes, on ne peut pas être un banlieusard est obligé d'être un philosophe. Il va aller dehors, la rue, là, comme on aime bien dire, et parler aux gens et parler des problèmes de gens. Ça, c'est un truc qu'on a perdu. Donc, en entrant dans le design, j'avais envie de pouvoir concevoir des outils, des méthodologies, tout n'importe quoi, qui allait pouvoir répondre à des problématiques précises. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est acheter un costume de Socrate. C'est pas un costume de Socrate, mais j'ai pris un costume de philosophe sur Internet et je suis allé à Châtelet-Léal, donc dans Paris Centre. C'est un endroit à Paris où il y a beaucoup de... Justement, il y a plein de gens de différents quartiers de France, d'Île-de-France qui viennent. Et j'ai commencé à parler aux gens du futur, du turfu. Bien sûr, ils rigolaient et tout. Moi, je rigolais pas, mais eux le percevaient à travers un cadre humoristique et ça faisait réagir. Mais pour moi, c'était pas assez. Donc, je voulais passer de la philosophie ensuite au design. Et la première chose que j'ai fait en tant que designer, c'est inventer, entre guillemets, un laboratoire fictionnel. C'est-à-dire que j'ai pas de laboratoire, c'est juste que je vais créer un espace-temps où on va pouvoir prototyper, inventer des futurs possibles à partir de nos récits. Ensuite, ce laboratoire crée une méthodologie. C'est dur à comprendre. En design, une méthodologie, c'est un process qu'on va suivre de 1 à 7 pour arriver à un résultat précis. Et donc, moi, j'ai fini par créer une méthodologie du turfu qui va évoluer, qui permet d'inventer des futurs de manière accessible en 3 heures. Et ensuite, de ces 3 heures, il y a des objets qui sortent. Il y a des objets, il y a des histoires, il y a des solutions. Et c'est là où j'ai commencé un peu à m'essouffler, mentalement et physiquement. C'est que j'ai eu au moins 50-100 récits que je ne sais pas encore rassemblés. Et dans les 100 récits, il y a eu des inventions, il y a eu des propositions. Et normalement, c'est ça qui est censé sortir de ces fictions. Donc, la fiction sert à concevoir. Et moi, mon hypothèse, comme je l'ai partagé hier, c'est que les citoyens ou les participants connaissent leur environnement, leur milieu. Et donc, à travers des histoires, ils vont pouvoir, sans le faire exprès, inventer des solutions. Quand je dis solutions, c'est pas forcément un produit, ça peut être un écosystème, un système. Mais en fait, là, c'est l'étape, c'est compliqué. Il faudrait un autre designer. Il faudrait passer la main à d'autres personnes pour que les solutions puissent être conçues vraiment concrètement, de manière architecturale. Et ça, c'est une étape, là pour l'instant, j'ai pas pu arriver là, mais l'idée c'est que pendant ces 5 ans, entre guillemets, j'ai fait ce laboratoire qui est censé être open source, qui pouvait être récupéré gratuitement. Et voilà à peu près en termes de design ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Là aujourd'hui sur la nosologie du turfu, je pense qu'on va partir sur la même manière de faire, sauf que j'ai pris d'autres. Voilà, j'ai pris un autre chemin. Alors il y a le diagnostic et avant le diagnostic il y a l'imaginaire, la fiction, le diagnostic, la conception, le design de sens nouveau, c'est-à-dire c'est ce que je disais par rapport à son environnement, on va essayer de le réciter
de le chanter différemment pour le rendre plus habitable en fait. Et à travers ça, il faudra des outils de médiation. Parce que partir voir mon petit frère de 9 ans et lui parler de mésologie, de milieux, de monde, tout ça, ça va pas être évident. Et encore une fois, je vais passer par les médiums fictionnels selon l'âge et le public. On va passer par le manga s'il faut, le jeu s'il le faut, par la musique s'il le faut, par tout ce qui est populaire en fait, s'il le faut, tout en restant connecté à la science. Tout en restant connecté à la science, donc à toutes les productions scientifiques. Par contre, là c'est plus un échange. Moi, là où j'ai pas réussi, entre guillemets, j'ai pas réussi en 3 heures à faire de mes participants, entre guillemets, des savants, des imaginateurs, des récitateurs, des mésologues, des designers, tout. Donc en fait, parfois vous pouvez être frustré par rapport aux fictions qui vont manquer un peu de réalisme, c'est vrai. Ces fictions vont manquer un peu de l'esprit scientifique. Et c'est pour ça que moi j'aimais bien Jules Verne, ou j'aime bien les romanciers. Parce qu'un romancier, il va lire une grosse littérature scientifique qu'il va ensuite transformer en roman de divertissement. Et là, vous allez pouvoir lire un rapport de GIEC, mais en mode accessible à tout le monde. Mais ça encore, c'est un autre travail. Est-ce que vous aviez des... Je voudrais bien que tu reviennes sur la spiritualité. Oui. Je crois que c'est dans les milieux qu'on fréquente tous, c'est toute une question un petit peu épineuse. Oui. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un problème avec la religion, avec, oui. On est souvent à l'égalité spiritualité et religion, et du coup ça peut poser problème dans les groupes qui réfléchissent là-dessus, alors que pour essayer de lire un petit peu des choses différentes, et notamment ton approche, on se rend compte que des hommes très très scientifiques, et je dis des hommes, je le dis vraiment parce que c'est là le changement, je trouve en tout cas, des hommes scientifiques, c'est-à-dire dans une approche scientifique, pas forcément des gens qui ont fait des longues études, acceptent une part de spiritualité qui est assez peu commune dans nos milieux et en Occident, et qui est très très présente dans plein d'autres récits justement. Nous, en fait, on a évolué très très vite avec des données, avec la science, avec une érudition très très importante, et on a laissé ça de côté. On voit que ça revient de manière grand V, et on est complètement un peu tétanisé par tout ça, parce qu'on ne sait pas comment le prendre, l'appréhender, on ne sait même pas si on a le droit d'en parler. C'est très très compliqué. Donc si tu veux bien nous parler, pas forcément intimement, mais de cette notion-là. Alors, je vais donner ma définition de la spiritualité, mais moi, ce que j'aimerais dire, je pense, mais vous partagerez votre avis, je connais beaucoup d'individus à sensibilité écologique qui retrouvent de la spiritualité dans l'écologie. C'est vraiment... maintenant, elle ne va pas s'exprimer comme les traditions religieuses, mais je suis persuadé, on pourra en discuter, que l'écologie est une forme de spiritualité. Vous pouvez mettre le nom, laïque, tout ce que vous voulez. Quand vous vous reconnectez au vivant, vous vous sentez plus vivant, et votre connexion à la terre, c'est ce que vous appelez ce que certains appellent plus spiritualité, c'est cette connexion à la terre. Et moi, pour moi, c'est ça la spiritualité. Je me sens vivant de m'être reconnecté à la terre quand l'urbanité, la technologie et la rationalité m'en ont déconnecté. Ça, c'est de la spiritualité. Pour moi, il n'y a pas d'écologie sans spiritualité. J'en suis, pas pour tous, hein, mais je pense vraiment que revenir à des pratiques écologiques, c'est se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, qui ne sera pas la transcendance, mais qui sera le rapport à l'univers, au cosmos, comme je l'ai dit. La spiritualité est un besoin de notre époque. Ça, c'est même pas la peine d'essayer de l'éluder au nom de quoi que ce soit. C'est un besoin. Les individus ont besoin de spiritualité. Ils en ont besoin. Ça fait partie du réchauffement du monde. Après après là, les lumières les lumières ont détruit à juste titre beaucoup de. Moi, Nietzsche est un philosophe que j'aime beaucoup, qui est l'un des grands critiques de la religion, et notamment de la religion chrétienne. Mais le monde exprime le besoin en connexion. Et c'est pareil pour l'imaginaire.
les films qui se vendent le plus, c'est les films de Harry Potter, tout ça. C'est un besoin, donc on va retirer un besoin humain, il va rejaillir ailleurs. Maintenant, est-ce que l'écologie a envie, ou est-ce que certains mouvements écologiques, selon leur sensibilité, ont plus ou moins envie de s'intéresser à cette question-là? Ça va être un choix par rapport au mouvement. Mais en tout cas, lire des histoires fantastiques avec des licornes et des je sais pas quoi, c'est un besoin. Se connecter à quelque chose de plus profond que gagner de l'argent, aller sur les Champs-Élysées, c'est aussi un besoin. Est-ce que l'écologie va prendre ce besoin en compte? Ça, c'est encore autre chose. Oui, je termine. Et ensuite, moi, je fais une différence entre religion et spiritualité, dans le sens où la religion, c'est une spiritualité avec un cadre, des rites, un imam, un clergé, des choses à respecter. C'est clair qu'il y a des individus qui n'ont pas envie qu'on leur enlève leur imam, mais est-ce que parce qu'il y a des individus qui sont encore restés très très traditionnels dans leur manière de pratiquer la religion, nous les autres, on va s'empêcher de traiter la question, en tout cas dans ce livre sur la mésologie, que ce soit la spiritualité selon ma définition, ou selon une définition plus traditionnelle, ou selon une définition plus laïque, je ne vais pas pouvoir le mettre de côté. Mais j'écoute vos propositions, vos réflexions. Moi, je suis un petit peu gênée par cet aspect spirituel chez les scientifiques. Pour moi, c'est quelque chose deux choses différentes. L'approche scientifique, c'est une chose, et avoir une spiritualité, ça appartient à un individu. Après, donc, tu parlais des romans, etc. C'est un lieu d'art. Souvent, on dit que l'art pourrait être un lieu d'intégration des connaissances. Donc là, ok, c'est bon. Mais quand tu parles de philosophie, topophilosophie et sociologue, je pense que les démarches des sociologues, elle est différente. Je ne connais pas grand-chose à la sociologie, mais c'est une démarche scientifique différente, quoi. Ça amène des connaissances et après, on réfléchit chacun avec ses données et on les intègre dans son supériorité éventuellement, mais voilà, je suis un petit peu... C'était des questions, vous avez mélangé en plusieurs questions, en fait. J'ai parlé de sociologie et ensuite de philosophie, ensuite j'ai parlé d'écologie et ensuite de spiritualité, et ensuite j'ai parlé d'imaginaire, de romans et des sciences. C'était pas le même. Oui, c'est ça, il y a pas mal de choses en fait qui sont, en effet, on peut voir ça comme des silos, il y a ça va d'un silo à l'autre, il y a quand même des courants, mais on va pas non plus faire des amalgames, quoi, en fait. Oui, donc je disais, j'ai traité ces trois questions de manière différente à des moments différents. J'ai pas parlé de romans et de spiritualité et d'écologie et de sciences. D'abord, j'ai abordé la question du rapport entre la science et l'imaginaire à travers la question du roman. J'ai terminé, j'ai mis un point. Ensuite, j'ai abordé le lien entre écologie et spiritualité. Ensuite, j'ai mis un point. Et ensuite, Nadège a parlé du fait qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui ont un rapport à la spiritualité. Ça, c'est encore son point de vue. Mais vous avez votre point de vue. Si pour vous, la spiritualité, c'est individuel, ça, c'est votre point de vue. C'est pas le point de vue universel. On peut aussi avoir un autre rapport, comme vous le dites, à la science et à l'écologie à travers des notions spirituelles ou pas. Moi, j'ai l'impression que la spiritualité, ça permet de se reposer, de mettre à distance, je dirais, les autres, et à un moment donné, partir. Mais moi, ce qui me semble important, c'est de reprendre les religions au sérieux, c'est-à-dire les textes religieux comme des textes politiques, en fait, comme des textes qui nous apprennent à vivre ensemble. Et à réinterpréter, alors il y a des visions complètement littérales, réactionnaires, tout ce qu'on veut, il y a aussi, parce que c'est toujours des textes bizarres, des textes à multi-interprétations possibles, et donc moi je pense qu'il faut reprendre cette question-là, parce qu'en même temps, ces textes-là, ils ont essayé de maîtriser notre hubris et de nous avertir. Donc je pense que il faut reprendre ça, et en France on a dit c'est tout des bobards, c'est scientifique, et tout ce qui est plus religieux, c'est des mythes, c'est des histoires grandioseriques. Et moi je crois qu'il faut reprendre au sérieux ces trucs-là en fait, et de retravailler et permettre justement la continuité, et de raccrocher le mec qui est musulman, le mec qui
qui est catholique, et peut-être de réinterpréter à partir de tout ça les choses, de fabriquer un imaginaire ensemble. Oui, je suis un petit peu émue en fait parce que je trouve qu'on aborde des questions très sensibles. Quand tu as parlé de la spiritualité, que tu faisais le lien avec la terre, en fait, ancrage à la terre, moi ce qui me venait tout de suite, c'est que la spiritualité que je connais, pas forcément que je pratique, mais celle que j'entends, quand j'entends parler, etc., c'est plutôt vers le haut, vers le ciel, et au contraire, nier un petit peu le côté chair, en fait, matière, etc. Ça peut même aller très loin, hein, même se mortifier, etc., pour certains extrêmes. Et comment dire, moi j'ai envie de repartir de la base, en fait, des besoins, parce que tu en as beaucoup parlé des besoins humains. Oui. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser aux besoins humains. Parce que c'est ça qui guide nos actions, en fait. C'est ça qui nous fait agir, qui nous donne envie ou pas. Et tu as parlé d'un besoin important, c'était le besoin de reconnaissance, qui est primordial, effectivement. C'est ça, pour beaucoup, avoir une grosse voiture, enfin bon, c'est Aurélien Barraud qui parle beaucoup de ça. Hein, il dit qu'il faudrait que ça devienne ringard, en fait. Parce qu'il faudrait que d'avoir des Nike, par exemple, ça serait vraiment des nuls, quoi, en fait. Et pour se valoriser, et c'est vrai, moi je pensais à une dame qui venait à l'époque où je travaillais faire un peu de ménage chez moi, et son mari était au chômage, donc il n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, ils avaient plusieurs enfants, et elle disait qu'il préférait se priver de nourriture mais acheter des marques pour ses enfants. Parce qu'à l'école, il fallait qu'ils puissent pas être mis de côté. Parce que c'est vrai qu'à un certain âge, les enfants, ils font pas de cadeaux. Hein. Oui, oui. Donc si tu viens avec des chaussures, des soldes, etc., voilà. Et donc ça m'avait vraiment frappé, je trouvais ça terrible, quoi. Et moi, je sais que j'ai jamais acheté de marque à mes enfants, parce que ils n'avaient pas forcément besoin de ça pour se valoriser, parce que ils travaillaient bien à l'école, ils étaient peut-être assez bien dans leur peau. Sauf le plus jeune, qui a eu des problèmes à l'école, et finalement, j'ai cédé. Je lui ai acheté des marques parce que j'avais l'impression que sinon, il se sentait moins bien, il avait besoin d'être intégré avec les autres, etc. Donc je trouve qu'on ne peut pas faire l'économie, il faut tenir compte de ses besoins. Et pour l'autre besoin dont tu parlais, c'est le besoin de croire, en fait, à quelque chose. On est tellement petit, en fait, et tellement démunis qu'on a besoin c'est presque un besoin d'enfant, en fait, hein, pour moi, moi je le vois comme ça. On a besoin de croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui va nous protéger peut-être, ou à qui on va confier sa vie pratiquement, et qui va peut-être nous sauver. Je pense que ça c'est aussi un besoin très important dont on doit tenir compte. Et on peut pas raisonner avec ça, en fait. On peut pas raisonner. Les besoins, c'est pas des envies, c'est pas des désirs. Les besoins, on en a besoin, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, j'aurais encore des milliers de choses à dire, mais bon, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Désolée, je suis arrivée en retard, donc peut-être que la réponse était dans la première partie. Mais pour revenir à cette question de spiritualité, je trouve que c'est hyper intéressant, notamment parce qu'on voit que quand il est question de rationalité, de chiffres, en fait, chacun peut trouver le chiffre qui va dans son sens. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a beau justement avoir des données, pléthore de données sur le changement climatique, finalement, en fait, comme chacun l'utilise un peu dans l'intérêt qui lui est propre, on ne va pas s'en sortir. Et je trouve que justement cette question des récits, des imaginaires, peut dépasser ça. C'est Nancy Houston qui dit on est des espèces régulatrices, on a besoin de ça. Et en effet, c'est peut-être en tout cas un levier
qui est super intéressant. Après, je me pose la question, c'est bien qu'il y ait ces imaginaires, on voit qu'il y a des tentatives de toutes parts, les scénarios de l'ADEME, de RTE, mais j'ai l'impression qu'on baigne dans un public d'initiés. Ça percole avec des gens comme nous qui s'intéressent à ces questions, mais comment on atteint d'autres personnes. Et je trouve que ton travail est super intéressant parce qu'il accroche d'autres publics et peut-être avec un discours autre, parce que si on dit en effet on va faire de la sobriété heureuse à des gens qui en fait ils n'ont rien à faire de ça en fait, c'est compliqué. Donc je trouve que c'est d'autant plus intéressant que d'avoir ce discours et on ne l'entend pas vraiment. Comment on a un discours sur le besoin de changement, mais en parlant à des gens qui n'ont pas intérêt en fait. Ils n'ont pas intérêt à faire ce changement, c'est déjà assez compliqué en fait au quotidien. Et surtout une deuxième question, c'est oui, mais après en fait, moi je trouve qu'on parle beaucoup de récits, de fiction, d'imaginaire, mais quelle est l'étape d'après en fait? C'est enfin je sais pas, je me pose des questions. Oui, merci pour la question. Là aussi. On peut passer ensuite et puis tu notes, d'accord, pour te répondre, parce que c'est tout. Oui. Peut-être tu veux faire une fois, tu veux peut-être répondre d'abord et ensuite, comme tu veux. Oui, je vais faire ça. Donc du coup, pour la question des besoins humains fondamentaux, je pense que c'était un peu aussi le projet de dire qu'on a des besoins plus ou moins que nous avons réussi à combler et qu'on ne va pas pouvoir supprimer les besoins des uns pour combler les besoins des autres. Donc c'est ce que va essayer ce travail de mésologique au maximum, parce que c'est pas évident. Et pour revenir sur la spiritualité, Nietzsche était un philosophe c'était un rationaliste, comme tout le monde à son époque, et pour lui la spiritualité c'était revenir à la terre. Il a quitté son travail, il a quitté son métier pour voyager en Europe, se reconnecter à certains paysages, et notamment des paysages méditerranéens qui lui ont donné le goût de la santé, de la grande santé et de la grande vie. C'est pour ça que pour moi la spiritualité c'est ce qui nous redonne envie d'être vivant malgré les temps difficiles. Et ça permet aussi de mettre du sens. Et le sens là, c'est pas rationnel. On peut mettre des chiffres derrière, mais pour avoir du sens, se lever le matin et transformer une société pour donner envie de changer de mode de vie, cet aspect un peu plus impalpable, un peu plus spirituel, il va être nécessaire d'être pris en compte, ou peut-être que grâce à la psychologie, on n'aura plus besoin d'abord un discours spirituel, peut-être aussi, et qu'on va pouvoir transférer ce que nous mettons dans les mythes, la transcendance, dans vraiment des besoins que tout être humain peuvent partager, comme ce sentiment de se sentir connecté à quelque chose de plus grand, comme vous l'avez dit, que soit ce plus grand, c'est pas forcément une divinité, mais le ciel, c'est déjà pas mal. Ensuite, sur la question l'imaginaire, la fiction, c'est pour un public d'initiés. Oui, mais c'est pas encore. C'est pour un public d'initiés parce qu'on est dans le cénacle, mais il y a encore beaucoup de boulot. Et c'est pas parce que, entre guillemets, nous on est à l'avant-garde, on s'intéresse à ces questions. Il faut continuer à en parler, il faut continuer la pédagogie, il faut continuer à pratiquer pour que l'impact soit profond. Mais je peux comprendre que moi aussi je suis un peu dans ces milieux-là et on peut se dire ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Oui et non. C'est-à-dire entre le moment où vous avez un projet et entre le moment où vous avez un projet, une nouvelle idée et qu'elle germe chez le grand public, il y a des années qui passent, voire des siècles. Donc il faut être un peu patient. Et c'est vrai que on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais concrètement, politiquement, qu'est-ce qu'on fait de ces narrations, de ces imaginaires?
c'est là où on a quelques difficultés, tout simplement parce qu'on ne peut pas juridiquement transformer une fiction en texte de loi comme ça, du jour au lendemain. En tout cas, pour l'instant, les humains ne le font pas. Peut-être qu'un jour, ils le feront, transformer un récit en loi ou en constitution de la 19e République. Mais pour l'instant, il y a un gap. Comme je le dis même pour moi, entre les fictions et ensuite les rendre concrètes architecturalement. Au niveau architecture, c'est déjà, il faut du budget, il faut des gens, les gens avec qui vous avez conçu ces histoires, ils sont partis, vous les avez plus. À qui vous les transmettez, les prochains récits, c'est compliqué. Donc oui, c'est vrai, il y a un petit trou entre l'imagination populaire et l'impact politique et constitutionnel direct sur le présent. Oui, il y a une petite difficulté. Oui. Oui. Je vais revenir sur la remarque sur la religion, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris ce qu'il disait. C'était par rapport au texte, c'est ça, dire qu'il fallait revenir un petit peu sur les textes. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire revenir sur les textes, ça veut dire, je ne sais pas, repartir sur ce qu'on avait interprété des textes, parce que pour moi, en fait, un des soucis qu'on a pu avoir avec les religions, c'est l'interprétation des textes fondateurs et le fait que justement certaines personnes ont interprété les textes à leur manière, on va dire, et ça a pu mener à des catastrophes qu'on connaît. Il y a aussi le fait que c'est quand même des textes qui ont été écrits à d'autres époques, qui sont très différentes de notre époque actuelle. Donc moi, justement, je me demande par rapport aux religions, je pense qu'il n'y a pas du tout à jeter, bien au contraire, on a plein de choses à garder, mais se les réapproprier peut-être, ou les utiliser comme des outils, mais pas comme des fins en soi, ou comme des moyens, encore une fois, de pression sur des personnes, des individus qui sont peut-être un peu fragiles. Voilà. Ça m'interroge beaucoup cette remarque, parce que justement, je pense que prendre des textes écrits pour comme guide pour une société, ça peut être assez dangereux. Je peux me permettre ? Oui. Moi, je voudrais justement revenir sur cette proposition, parce que quand on regarde les trois religions monothéistes, il y a quand même deux thèmes forts et qui sont en relation avec notre situation actuelle, qui les traversent. C'est la question de la propriété et de l'argent. Là-dessus, l'évangile est absolument clair. Il n'y a pas de salut si vous êtes riche. Donc, et si votre objectif c'est d'accumuler, vous n'êtes pas dans le champ de la spiritualité. Bon, ça c'est le premier. Le judaïsme, il y a tous les 7 ans, alors ça s'est jamais pratiqué exactement comme ça, mais c'est quand même la vision. On remet les biens et on remet les dettes au poil et on redémarre à zéro. Mais c'est des ambitions. Bien sûr, ça ne s'est jamais concrétisé tel quel. Et la deuxième chose, et puis sur pour l'islam, c'est la question de l'homme. Mon argent ne m'appartient pas, je dois le donner. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième, c'est le rapport à l'autre. Dans le Coran, comme dans la tradition biblique, c'est la question de l'hospitalité et de l'acceptation de l'étranger. Et dans l'évangile, ça va encore plus loin, puisque ça va jusque aimez-vous les uns les autres. Alors, en sachant et même vos ennemis. Et là, on se dit, il faut quelqu'un de plus grand pour y arriver. Ça va faire rebond, parce que ce que je voulais, dans tout le débat, je trouve qu'on a, vous avez bien illustré d'ailleurs, c'est que ce soit fait dans ce sens-là, c'est qu'on a toujours tendance à opposer spiritualité et presque science en fait, telle qu'on conçoit la science aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas un dipôle, c'est un triangle. Il y a le matérialisme, la spiritualité et la science.
un Trumpiste de West Virginie, il est matérialiste et spirituel. Un salafiste en Nike, il est matérialiste et spirituel. Et ce qu'ils partageront, c'est le rejet de la science. Et la société du 19e, enfin, les gagnants de la société du 19e, sont arrivés à faire se confondre le pôle science et le pôle matérialiste. C'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, parce que quand on parle de décroissance, on peut paraître comme anti-science, par exemple. Quand on prône une société différente, on va nous dire, oui, mais mes possessions, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Alors qu'on peut très bien, finalement, inverser le côté du triangle sur lequel on s'appuie, et on pourrait très bien imaginer, plutôt que de s'appuyer sur le triangle rationalisme-science, enfin sur le côté rationalisme-science et rejeter le spirituel, ou au contraire prendre le spirituel rationnel et rejeter la science, le triangle qu'on n'a pas encore essayé, c'est spiritualité et science, finalement. Oui, donc c'était trop intéressant ce que vous venez de dire, et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le paradigme du 19e scientifique rationaliste, il est aussi en train d'être critiqué par des scientifiques qui essaient de venir avec une nouvelle épistémologie, donc un nouveau paradigme dans lequel on va pouvoir faire dialoguer les trois axes du triangle. Mais, encore une fois, on est dans une tradition scientifique et accepte-t-on, cette fois-ci, d'entrer dans une nouvelle tradition scientifique? Là, comme je vous l'ai dit, l'imaginaire est toujours conservateur lorsqu'il s'agit de ses propres valeurs et il aura tendance à vouloir transformer ce qui est un peu plus éloigné de lui. Donc ça, c'est un choix de société, mais ça existe. Voilà. Il y a des nouvelles manières de penser la science, mais en tout cas, en atelier, moi, pour l'instant, j'ai jamais fait un atelier thématique dessus parce que je savais qu'on n'était pas prêt, c'était trop compliqué, c'est trop difficile, j'ai même pas essayé. En tout cas, dans mes prochaines étapes, je vais pas l'éviter toute ma vie parce qu'en France on a du mal, hein, mais pour l'instant je l'ai évité. Voilà. Mais je pense que là, je pourrais pas, pour les questions mésologiques, peut-être que je vais m'intéresser aux travaux auxquels vous faites mention pour essayer de voir, au moins de proposer une autre manière de faire. Ensuite, en atelier en général, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est les participants qui co-conçoivent. C'est-à-dire que moi, je vais mettre un cadre, vous allez mettre différentes thématiques. Ça se trouve, on sort de l'atelier, ils n'ont pas traité la thématique. Hein. Ça c'est arrivé des milliards de fois où j'ai poussé l'écologie, à la fin, tout le monde parle des trucs très matérialistes, alors qu'on était censé parler d'écologie. Donc, on va mettre je vais inspirer la question autour de la spiritualité à travers différentes manières. Les participants vont se saisir du sujet ou ne pas se saisir du sujet. Oui, il y avait juste là. C'est tout. L'IA n'avait pas quelque chose. Ouais. Oui. C'était pour revenir sur et la vôtre, sur le fait de rendre ringard les marques et du coup l'intérêt. Bref, vous avez compris. Oui. Je pense que du coup, que la question de base avant sur la spiritualité, c'était de réfléchir à comment mettre en place une méthodologie dans votre écrit pour que ça aille vers ça en fait. Et que pour moi, je trouve ça super important de montrer des exemples alternatifs heureux, mais que c'est pas tout, dans le sens où effectivement il faut qu'on puisse les concevoir et se dire que c'est possible et que c'est pas uniquement de la fiction. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi rentrer dans comment mettre en place ces univers alternatifs heureux. Et pour les mettre en place, ça va avec rendre ringard, en fait, c'est politiser la lutte et se rendre compte qu'on est obligé de lutter pour arriver à ces univers alternatifs heureux, en fait. Parce que si l'univers actuel n'est pas heureux, c'est qu'il faut le changer. Et pour le changer, c'est pas juste réfléchir, c'est au-delà, en fait, c'est agir et lutter. Et donc, à mon sens, c'est super bien, je trouve, de faire une fiction là-dessus, en fait, c'est super bien, mais ça devrait suivre, en tout cas, pour moi, ce
ce qui me parle, c'est de suivre une méthodologie où on comprend que en fait, c'est se réunir, parler ensemble dans la vraie vie qui va faire qu'on va commencer à agir après la lecture. Et aussi, juste sur la spiritualité, je ne sais pas si ça va être très clair, mais par rapport à ce que tu disais sur Nietzsche et sur tout ce dont vous avez parlé, je pense que c'est super important de prendre tout en compte et tous les univers des gens pour ensuite essayer de créer quelque chose de collectif. Et c'est pour ça qu'il faut faire super attention, je trouve, aujourd'hui, à pas tomber dans une spiritualité qui rejoindrait du naturalisme en fait. Et je trouve ça, enfin moi personnellement, ça me fait écho le concept de spiritualité, enfin les concepts de spiritualité à la terre, sans forcément que ce soit relié à des religions. Mais je trouve que comme l'écologie, à mon sens, c'est une lutte en fait anticapitaliste et que elle doit être liée à toutes les luttes anticapitalistes, donc à tout ce que le capitalisme détruit, invisibilise et violente. Donc aussi les questions de genre, d'identité, de classe sociale. Bref, je trouve ça super intéressant de faire super attention à là où il ne faut pas aller avec la spiritualité qui prendrait des appuis sur un certain naturalisme. C'est-à-dire que c'est super intéressant et il faut inclure la spiritualité, mais il faut, je pense, prendre énormément de pincettes par rapport au fait de la reconnexion avec la Terre, parce que c'est souvent, en tout cas aujourd'hui, en tout cas dans ma génération, enfin dans ma tranche d'âge, des discours qui vont s'articuler souvent avec l'amalgame de venir avec le naturalisme de la femme, l'homme, et vous voyez, enfin je sais pas si c'est clair et pertinent là où je veux en venir, mais du coup faire super attention. Enfin après je pense pas du tout que c'est ce que tu disais, mais je trouve que il faut faire attention parce que je remarque ça dans les gens avec qui je peux en parler, que ça peut facilement faire une amalgame et ensuite en fait reprendre les mécanismes capitalistes et bref, femme, homme, enfant, terre, mère, etc. Et que on perdrait toute une partie des gens qui en fait sont les gens les plus qui sont en fait forcément motivés parce qu'ils sont aussi très impactés par nous sommes aussi très impactés par la violence du capitalisme en fait. Pour cette question de la spiritualité, on va essayer de la clôturer. C'était une ouverture et une discussion. J'ai pas de réponse à ce que vous venez de dire, et oui, il faudra faire attention tout en essayant de réfléchir à la question. J'ai pas de réponse, c'est une discussion ouverte. Sur la question de la lutte, je lutte tout le temps. Je sais pas pourquoi vous avez fait cette distinction entre fiction et lutte. C'était pas une distraction, c'était justement... moi je lutte tous les jours. En imaginant, je lutte et la lutte elle continue en essayant de concrétiser politiquement et en design. Voilà. Moi je lutte à travers le design, j'ai pas de lutte anticapitaliste. C'est pas moi. Je vais pas me présenter comme un révolutionnaire, Che Guevara mais moi pour moi je suis dans la lutte. Mais c'est pas forcément un vocabulaire que j'utilise pour exprimer mes idées et ma manière de faire et je me trouve très ancré. Après peut-être que j'ai l'air perché, peut-être je sais pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour moi c'est ce qu'on essaie de faire et on crée une méthodologie justement pour que ce soit collectif et participatif et qu'on puisse la partager à d'autres personnes que soi. Donc pour moi c'est évident, mais peut-être que c'était quand même intéressant de revenir sur cette partie pratique que vous vouliez souligner. Oui. Moi je pense, je sais pas ce que tu as dit, je pense que c'est vachement important aussi d'agir en fait. Et souvent l'homme agit avant de réfléchir et c'est dans l'action qu'on commence à comprendre ce qu'on fait en fait. Et donc si on est que dans le fictionnel machin et tout, il faut à un moment donné expérimenter. On ne sait pas trop où on va, il faut expérimenter. Alors on peut attendre que les politiques changent machin et tout, mais on est plutôt au bord de l'extrême droite au pouvoir. Donc moi je pense que notre devoir aujourd'hui c'est de
d'essayer de mettre en œuvre des collectifs, des communautés qui essaient d'expérimenter une autre façon de vivre dans les quartiers populaires. Et dans les quartiers populaires, comme j'ai bien aimé, enfin je l'ai entendu, il y a une diversité de gens en fait. Je crois que c'est que des pauvres machins, tout ça. Et même dans les pauvres, il y a une diversité de gens aussi. Il y en a qui sont dans une sobriété heureuse aussi, et il y en a qui sont malheureux. Enfin, voilà. Et donc, l'espoir, c'est qu'il y ait des minorités comme ça agissantes et qui construisent des récits, justement, mais qui soient incarnés, qui s'y coltinent, quoi. Et qu'on arrive à faire des collectifs aussi avec un mélange de gens de différents milieux sociaux. Moi, je crois beaucoup à ça. Plutôt que de faire des mixités sociales, comme en virant les pauvres, en essayant de faire venir les classes moyennes, ce qui n'a jamais marché. Donc moi, je crois que ça c'est notre... Et de faire la constellation là, des initiatives, et peut-être que ça peut créer un point de basculement à un moment donné dans une société, mais j'en sais rien. Merci. Et je vais revenir sur l'action faite par le design. Parce que pour moi, le processus du design, c'est une action. En fait. Donc je rejoins dans cette approche. Et ce que je trouve important à travers la question du récit, de la fiction, c'est le travail d'expression en fait, qui est fait. Et donc je comprends aussi que c'est pas évident de tout ce matériau, de comment après le travailler, comment lui donner une suite. Je suis confrontée aussi avec souvent des problématiques comme celle-là. C'est aussi en s'inscrivant dans une démarche pluridisciplinaire, en emmenant aussi justement aussi d'autres regards, qu'on peut arriver peut-être à faire en sorte que certaines de ces idées puissent prendre une forme ensuite derrière. Et puis il y a le simple fait effectivement de légitimer cet espace de parole en fait. Ça veut créer quelque chose qui n'est pas. Moi, je trouve ça très important de poser un laboratoire, de poser un espace-temps, d'amener des méthodologies et de faire connaître en fait ensuite ce qui s'en ressort avec justement cette approche épistémique que tu as en fait, c'est de dire derrière ça c'est la science en fait. Ok, on passe par des processus qui sont des processus subjectifs, qui peuvent paraître subjectifs, artistiques, etc., mais qui sont la constitution d'un matériau scientifique. Vous allez m'aider à faire mon doctorat parce que là, c'est. Ouais. Alors moi j'ai été revoir la définition de spiritualité parce que je me suis demandé si le débat, je n'avais pas bien compris. Donc d'après Robert, petit 1 c'est une philosophie, un caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Petit 2 c'est religion, croyance et pratique qui concernent la vie de l'âme et de la vie spirituelle. Donc pour moi c'est l'individu. En gros c'est ce que les gens pensent, et ce que les gens pensent ça leur appartient. Ils partagent ou pas, d'une manière fraternelle ou pas, j'en sais rien. Voilà. Donc il y a la science permet de réfléchir, et ce que les gens pensent, ça leur appartient, et on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de supérieur, c'est tout, c'est mon point de vue. Ensuite, donc après tu parlais de nouvelles valeurs, je pense qu'il y a pas mal de valeurs qu'on partage, on n'a pas besoin d'en inventer de nouvelles. Voilà, je pense qu'il y a peut-être redéfinir les valeurs qu'on partage vraiment, et c'est pas la peine de les chercher midi à 14h. Alors, on a un petit. Je vais vous donner la parole. Oui, tout à fait. Juste, Macron va devoir partir dans un quart d'heure. Donc voilà, c'était juste. Oui, il doit être parti dans un quart d'heure. Désolé, franchement, j'aurais aimé continuer la conversation. C'est le TGV, mais on peut continuer un peu encore. Très rapidement. Et peut-être que c'est pas un sujet abordé, parce que si ça tourne trop loin, je ne peux pas l'accès. Non, essayons. En fait, il y a quand même, alors c'est plus une intuition que quelque chose qui est bâti sur travaux ou quoi que ce soit, mais il y a un élément qu'on n'a pas parlé, c'est la place des espaces numériques. Je trouve que quand on parle des milieux aujourd'hui, on ne peut pas s'abstraire des milieux numériques, qui sont finalement des identités multiples que chacun se forge, et des communautés multiples que chacun se forge. Et voilà. C'est des identités qui prennent presque le pas, de plus en plus d'entre nous, sur les identités physiques, enfin sur le milieu physique dans lequel on vit. Du coup, je me demandais comment vous arriviez à intégrer ça, parce que quand on parle des banlieues,
Ouais, on est sur une localité physique, mais finalement elle peut regrouper, et là aussi dans un immeuble, des tas d'identités physiques qui peuvent se ressembler et qui finalement seront vécues de façon totalement différente dans des communautés alternatives qu'on ne verra pas dans le monde physique. Bah, je vous assure que, comme vous dites, dans un bâtiment, bon, on va essayer de bifurquer progressivement de banlieue à milieu, mais je comprends que ce soit difficile et on va essayer, mais, ouais, mais même moi, j'ai besoin de prendre du temps, mais on va partir l'identité numérique, d'une jeune femme de 18 ans, de 14 ans, ou d'un jeune homme de 18 ans, de 14 ans, en fait, va pas être la même identité qu'il va présenter à sa maman, son père, et combien de... Et c'est un peu paradoxal de dire ça, mais le numérique, ça permet aussi d'avoir des conversations avec certains proches qu'on ne peut pas avoir dans le cadre de son quartier, parce que les codes, parce que je sais pas quoi, mais j'imagine que c'est aussi comme ça dans d'autres milieux, mais je parle de ce que je connais. Donc le numérique, ça change, c'est parler d'amour sur Instagram le soir à 22h. C'est pas le lendemain quand je vais me lever pour aller à l'école, je vais faire comme si de rien n'était, alors que j'ai passé la nuit à parler à mon petit copain, ma petite copine ou d'autres sur des sujets plus sensibles en termes d'amour ou en termes de politique ou en termes de... Moi j'ai beaucoup travaillé sur le numérique, mais ça bon là il y avait pas, mais j'ai travaillé sur le jeu vidéo, j'ai travaillé sur différentes plateformes numériques qu'on a expérimenté, j'ai fait plein de trucs sur le numérique, mais aujourd'hui c'était pas forcément le cadre. J'ai préféré parler de mésologie, d'écologie, mais oui, je travaille beaucoup avec des plateformes numériques parce que ça permet, et notamment sur la question des métavers, mais pas que, ça permet aussi de rediscuter la question du centre de la périphérie. Ça permet de recartographier, de repenser la cartographie et de se... Voilà. Je ne dis pas que ça résout toutes les questions, mais je dis que ça permet aussi de repenser les territoires géographiquement. Oui. Merci. Je l'avais vu, j'avais corrigé. Encore une question après. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas, Malcolm, tu as peut-être d'autres choses que tu veux dire? Non, moi de mon côté, je suis content. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous laisser mon mail au cas où et voilà. Parce que du coup j'ai fait un peu le numérique, enfin le monde virtuel. Je fais un lien maintenant tout de suite avec la spiritualité. Parce que je trouve que c'est une façon de vivre dans un autre monde que celui qui nous attache en fait, qui nous aliène peut-être aussi, ou dont on peut se sentir prisonnier, certains. Et donc pour moi c'est une sorte peut-être d'échappatoire. En fait, ça peut être vécu comme ça. Parce que là, dans les religions, en tout cas, ce que je vois beaucoup, tu parlais de la spiritualité, pourquoi c'était célébrer la vie. Et moi, de ce que j'entends, c'est beaucoup, cette vie-ci, elle n'est pas si importante en fait. Ce qui compte, ce qu'on fait ici, c'est pour le monde d'après, quoi, pour la vie après. Et c'est comme si on enlevait de la valeur, en fait, à la vie. Oui. À la vie. Enfin, c'est la seule qu'on est, en fait, concrètement, la seule qu'on peut toucher du doigt, quoi. Et du coup, le monde virtuel, ça me fait un peu peur, en fait, parce que j'ai l'impression que tout va nous pousse, en fait, à nous réfugier dans quelque chose où on n'a pas d'action, en fait, sur le monde. C'est-à-dire, on devient impuissant parce qu'on agit, mais ça ne donne pas de résultats dans notre vie, en fait. Et du coup, je me demande si c'est comme les religions, on disait l'opium du peuple, c'est pas une façon de rendre les gens impuissants, en fait. Enfin voilà, ça me vient tout de suite, là, maintenant. Je comprends. Mais j'ai un peu peur, en fait, je trouve ça inquiétant, moi, personnellement. Alors, les mondes virtuels sont hyper techniques. Hein. C'est du concret, des fils, c'est très, le virtuel, c'est beaucoup de technique, même peut-être un peu trop. Donc, et je pense que
c'est parce qu'on n'a pas la bonne définition de l'imaginaire qu'on fait cette distinction. Les êtres humains qui ont commencé à imaginer, c'est parce qu'ils devaient anticiper que le lion se trouve derrière l'arbuste alors qu'il n'est pas là. L'imaginaire, c'est hyper concret, c'est lié à la survie. On développe cet espace cognitivement parce que nous en avons besoin pour survivre, pas pour penser aux extraterrestres ou je sais pas quoi. Donc, l'espace imaginaire, il est nécessaire pour la survie, et ce que vous appelez échappatoire, c'est nécessaire pour le cerveau de sortir du quotidien. Psychologiquement, pour tenir debout, il y a besoin de ces échappatoires. Vous ne pouvez pas être connecté, ultra connecté, comme on dort la nuit, on rêve, l'imaginaire, ça sert à ça, à se déconnecter 10, 20, 30 secondes sur les individus de ce quotidien qui est hyper prenant, qui prend beaucoup d'énergie et qui permet de revitaliser le corps. Donc, il faut laisser ces espaces d'échappatoire, il faut les laisser. Maintenant, ensuite, comment les êtres humains utilisent ces espaces d'échappatoire pour le virtuel, pour la spiritualité, pour un roman. Un roman, c'est un espace d'échappatoire à la fois pour l'écrivain et aussi pour celui qui va réceptionner l'ouvrage. Et je rappelle que quand on a développé, après l'imprimerie, il y a des gens qui étaient contre l'imprimerie en disant « Ah, mais les gens, ils ne seront plus connectés au réel, ils vont être chez eux à lire des livres. » C'est bien, c'est tant mieux. Mais c'était aussi un argument, très longtemps avant les espaces virtuels, de dire « Les gens, ils vont lire, ils vont sortir dehors. » Non, l'imaginaire, c'est constitutif de notre humanité. Et il y a certaines recherches scientifiques qui commencent à travailler sur l'imagination dans le vivant, dans les plantes, etc. Donc c'est pas juste un espace où on a peur où on se projette trop ou pas assez. Ça, c'est à chaque individu de le jauger. Mais fondamentalement, humainement, on enlève l'imaginaire, on déconnecte, on est mort. Oui, parce que je fais une différence entre l'imaginaire. Moi, je fais beaucoup dans l'imaginaire, dans le rêve. Mais je pensais à beaucoup de... Enfin, au Japon, par exemple, je parlais du Japon, où il y a une catégorie de jeunes qui ne sortent plus de leur chambre, qui passent leur vie dans les jeux, enfin, dans un monde imaginaire, on peut dire, moi je suis virtuel, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais en tout cas, qui vivent dans un monde qui... Il n'y a pas de contact avec le monde réel, donc c'est comme tout, c'est comme les drogues, si tu veux. Bon, je veux dire, si ça devient une façon de remplacer la vie par autre chose et d'y être prisonnier finalement, pour moi, je trouve ça quand même inquiétant. Merci Carmen. Lila, et on a pas clore. Non, je suis non, vas-y, mais tu... Je voulais juste dire que je pense que justement, s'il y a cette grosse appétence des jeunes pour s'échapper, c'est qu'il y a clairement un problème avec le monde réel actuel. Donc moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le monde actuel et comment les humains l'habitent et comment on le voit en fait et comment on imagine. Plutôt que les outils qu'on aurait pour s'en échapper, parce que c'est vrai que des outils pour s'échapper du monde actuel, il y en a toujours eu. Ça peut être la lecture à l'époque où on a inventé les livres, toutes les drogues, elles ont toujours existé et il y en aura toujours. Mais tout ça, ça existe, c'est des dangers potentiels pour l'homme, comme c'est aussi des bénéfices pour l'homme. Il faut juste qu'on reconnaisse que si l'homme part dans ces excès-là, c'est qu'il y a un gros souci avec le réel. Merci. Juste à titre d'information, la séquence n'est pas terminée. Moi, je vais vous proposer un petit atelier sur l'inclusion et l'intelligence collective qui est ouvert à ceux qui ont envie. C'est des petites expériences sociales voilà, pour celles et ceux qui ont envie de le temps. Et voilà. Donc, dernière intervention, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur... moi, je fais une distinction entre religion et spiritualité. Pour moi, c'est deux choses... C'est pas pareil, même si c'est lié. Et pareil, c'est imaginaire et virtuel, pour moi, c'est deux choses différentes. Et autant, je pense que la lecture, par exemple, permet l'imagination. Le virtuel va être, c'est peut-être au contraire, empêcher d'imaginer. Qu'un Robokit, c'est pas mal, je trouve, sur l'imaginaire. Il montre que l'ennui, par exemple, c'est vachement important. Que la contemplation pour l'imaginaire, que le film c'est important aussi, que marcher c'est important.
pour construire l'imaginaire parce qu'on a besoin d'imaginer. Et la société de consommation nous empêche tout le temps d'imaginer, tout le temps il y a plein de trucs à faire, on n'a pas le temps de. Donc c'est un fin du monde, on n'a pas le temps d'imaginer. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous revoir à la fin.